Voilà. Donc ça, c'est la synagogue implantée sur Schirmeck. C'est une ancienne photo, hein. On la voit bien en bas, au centre. Alors, ça date de quelle année à peu près, la carte postale? On va dire de, je sais pas, 1910 à peu près. Mhm. Ouais, Sachant que ouais. la synagogue a été construite en 1905. C'est la photo d'après la construction, hein. Oui, C'est ça. oui. Voilà. Voilà, c'est là où on voit la construction de la synagogue, hein. Et là, au chantier, là. Alors, la synagogue elle se trouve où à peu près pour... Alors, juste au centre de l'image, en bas, on voit un petit peu le chantier, les travaux, quoi. Alors, c'est à côté de l'église, c'est ça? Voilà, en face, juste en dessous de l'église, si vous voulez. Si on prend la photo vue comme Oui, ça, c'est en dessous de l'église. oui, Il y a les grands jardins à droite, oui. sur l'image, hein. Donc ça, c'est vraiment la construction de la synagogue. Donc inaugurée en 1909, hein. Donc ça, c'est la synagogue vue de l'intérieur, mais après-guerre. C'est-à-dire puisque pendant la guerre, on sait que les soldats allemands ont brûlé tout le mobilier intérieur. Donc ça, D'accord. c'était avant la restauration. Et par rapport à la construction de la synagogue, par rapport à la communauté juive, il y avait combien de juifs à cette Alors, époque là-bas? voilà, sur la vallée, enfin sur Schirmeck, sur 3 communes, on sait qu'il y avait 80 juifs. D'accord. Voilà, donc ils étaient répartis sur 3 communes, sur Schirmeck, Labroque et Vich. Donc à peu près 80 personnes. 80 personnes. Et on a des noms de famille. Enfin, surtout de Schirmeck, puisqu'on sait que la plupart étaient commerçants, donc on a beaucoup de noms d'anciens commerçants de Schirmeck, hein, qui sont restés. Donc là, on a des noms. Après, je rappelle quand même qu'on a un carré juif au cimetière de Schirmeck, Oui. sur lequel on peut retrouver quand même des noms, des anciens noms. Oui. On va arriver au cimetière vers la fin. Vers la fin, oui. Ouais, ouais. Donc ça, c'est le rabbin Goldstein, qui était rabbin à Mutzig et qui venait officier à Schirmeck. D'accord. Donc cette photo, c'est dans l'inauguration, justement en 1947, la deuxième inauguration de la synagogue. Et là, dernièrement, j'ai retrouvé dans les archives de la mairie de Schirmeck une demande du rabbin Goldstein qui demandait à être indemnisé pour son transport, c'est-à-dire pour son véhicule entre Mutzig et Schirmeck. Et il date de quelle année? Donc ça, c'était... Alors là, maintenant, tu me poses une colle, je ne sais plus exactement l'année, mais j'ai retrouvé ça dans les archives de la mairie. D'accord. Je l'ai pris en photo, hein, j'ai le document. D'accord. Alors, lui, il était le rabbin de Mutzig, de la communauté de Mutzig. C'est bien ça? Voilà, à Schirmeck, ce que je sais, il n'y avait pas de rabbin. C'était un officiant, c'était M. Bloch. Alors, je passe. Alors, chez quelqu'un, il y a le micro qui est ouvert. Bon. Il y a une voix de femme derrière, c'est gênant. Coupez ce micro. Alors, je vais faire vite fait le tour, voir qui a oublié ou qui a ouvert le micro. Je vois que le micro de Joël Bloch est ouvert. Là, ça va mieux. Là, c'est arrêté. Ouais. Voilà, merci. Allez, on peut continuer. Donc, vue de la synagogue extérieure, côté rue. Alors, peut-être tu peux nous parler un peu de l'architecture de la synagogue. Voilà, c'est une architecture, comment dire, assez contemporaine, hein, puisque elle est dans son ensemble, elle a été conçue en 1909, hein, donc par les architectes Folk et Walk de Strasbourg. L'intérieur était aussi conçu de façon un peu particulière, puisqu'il n'y a pas de tribune haute pour les femmes, pour qu'elles soient assez basses. Et à l'intérieur de la synagogue aussi, donc là, enfin, je suis déjà parti à l'intérieur, je m'excuse, mais on sait qu'aussi à l'intérieur, il y a un harmonium. Donc c'est quelque chose d'assez particulier sur une synagogue, hein. Enfin, vous le savez aussi,
Oui. Alors, voilà. Tu pourrais peut-être, Jackie, tu pourrais peut-être faire un panoramique de l'intérieur de la synagogue. Parce que je vais faire, on va finir les photos et je ferai un panoramique. Oui, ça va être plus simple. Ouais. Donc là, c'est une photo de comme elle est actuellement. Hein. Donc, comme on a pu la remettre en place. Alors, je rappelle quand même que cette synagogue a été fermée pendant plus de 20 ans. Fermée parce qu'en fin de compte, il n'y a plus de communauté israélite sur Schirmeck. Le dernier juif de Schirmeck qui venait encore à la synagogue était seul. Venait tous les vendredis, bien sûr, ouvrir la synagogue en espérant qu'un jour, il y aurait du monde. Voilà, elle a quand même pu fonctionner. Alors, je peux le dire parce que je passe aussi sur plein de choses en même temps, mais elle a pu fonctionner grâce à la colonie Henri Lévy qui était aussi à Schirmeck, où les enfants venaient en colonie. Donc, les colons venaient quand même au culte à la synagogue, ce qui fait qu'elle a pu durer au moins jusqu'à fin des années 70, et après, elle est restée fermée pendant 20 ans. Je pense que même les sujets de la colonie, c'est vraiment... Il faudra faire un zoom seulement à ça. J'ai la photo, hein, je vous ferai un zoom. Oui. Voilà, alors on va continuer. Donc ça, c'est les vitraux. Hein. Alors ça, c'est les vitraux côté rue, c'est ça? Côté rue, oui, c'est ça. Parce qu'on les a illuminés là pour tous les vendredis soirs, en période de Noël. Donc c'est une photo qui a été prise quand ils sont illuminés. Voilà, ça c'est derrière moi. Voilà, c'est l'Oculus. Alors, pour les connaisseurs, il a une particularité, à vous de trouver l'erreur. Hein. Moi, je la connais maintenant à force, mais pour ceux qui savent, il faut trouver l'erreur. Il y a une erreur. Je ne vais pas vous laisser chercher longtemps. 9 au lieu de 12. Le plastron, en fait, 9 au lieu de 12. Voilà, c'est ça. Bravo. Le vitrier, enfin, le gars qui a conçu l'Oculus planté, il en a mis 9 au lieu de 12. C'est le plastron du Kohen Gadol. Voilà, bravo. Ça, c'est la dernière visite. Ouais. C'est le grand rabbin du Bas-Rhin. Voilà. C'était lors. Donc, il était venu parler avec les jeunes de la cité scolaire Haute-Bruche à Schirmeck. Donc, il a tenu une conférence avec eux et on en a profité pour faire un tour à la synagogue. Et il a même fait sa mincha. Il a fait l'office de mincha à l'intérieur. C'était très, très émouvant. Tout à fait. On a parlé juste avant le Zoom, il y a 10 minutes, avec le grand rabbin, et il m'a dit que voilà, c'était un moment très spécial pour lui, la visite à la synagogue de Schirmeck. Voilà. Ah, c'est pareil, c'est une vue de l'Aron. Là, c'est lors de l'inauguration, ce qu'on a fait là, quand on a créé l'association. C'est la fille de Jean-Pierre Lambert. Je ne me souviens plus du prénom. Caroline. Caroline, ouais. Peut-être à la fin, tu peux peut-être expliquer sur l'association, oui. les démarches et tout ça. Voilà, ça c'est vous ensemble. Donc, à la droite du rabbin, donc c'est le vice-président, Alain Roth. Sur sa gauche, c'est la trésorière de l'association, Catherine Frissard. Et puis moi, à côté. Et c'est moi qui prends la photo. Et voilà. Alors, là, tout le monde connaît. Il y a derrière. C'est un texte qui était restauré, non? Non, non, tout est d'origine. Tout est d'origine. C'est juste le schéma. Mais le schéma en hébreu. De l'autre côté de l'Aaron HaKodesh, on avait normalement la traduction. On a encore des photos là-dessus. On a la traduction du début du schéma. En français, oui. Voilà. Écoute Israël. Absolument. Donc voilà, aussi le jour de l'inauguration, quand on a créé le concert arrangé avec la mairie et la Fondation du patrimoine, qu'on a signé une convention. Et on avait fait une visite avant.
avec tous les officiels. On voit le président du conseil départemental à l'avant, en bleu, là. Ouais. Frédéric Guéry. T'as pris 3? Voilà. On arrivait peut-être, tu peux expliquer sur l'association? Voilà, enfin, je rebondis sur la photo qu'on a actuellement, puisque on voit sur la gauche l'Essor, une revue qui a été créée sur la synagogue, enfin, qui est créée. C'est une association qui faisait des revues sur toute l'histoire de la vallée de la Bruche et qui avait sorti un numéro spécial sur la synagogue de Schirmeck. Donc, cette association est dissoute et on a profité aussi, on leur a demandé si on pouvait reprendre donc, cette revue spéciale sur la synagogue. Donc, on a repris tous les textes, on a rajouté des textes, des photos, et on raconte aussi l'histoire actuelle. Donc, sur l'association, ce qu'on a pu découvrir sur la synagogue de Schirmeck, on a créé une revue, justement, qui s'appelle aussi l'Essor, mais via l'association Les Amis de la synagogue de Schirmeck. Alors, pour ceux qui seraient intéressés, cette revue est en vente. Donc, bien sûr, ça nous fait un petit peu d'argent pour l'association. Donc, si des gens sont intéressés, ils pourront m'écrire via mon adresse mail. Donc, je vous laisserai la donner ou je la donnerai après et on pourra l'envoyer éventuellement, soit lors de visite au l'avant. Alors, la synagogue était vendue quelle année à la communauté de Schirmeck? En 97, la ville de Schirmeck a racheté la synagogue pour le franc symbolique. Mm-hmm. Donc, la ville de Schirmeck a convenu avec le consistoire israélite de ne pas en faire n'importe quoi, évidemment. Puisque dans l'histoire de la synagogue, ce que j'ai pu apprendre, c'est quand elle était à vendre, il y a un commerçant de Schirmeck qui était prêt à la racheter pour en faire un garage. Donc, je dirais, on l'a échappé belle. Ça, c'est une chose. Donc, la mairie l'a racheté au franc symbolique en promettant de ne pas en faire n'importe quoi. Peut-être une médiathèque, peut-être un centre socio-culturel, mais quelque chose qui resterait culturel. Mais voilà, les années passent et l'idée n'était pas venue non plus. On n'a pas trouvé d'origine ou d'idée spéciale pour en faire quelque chose de cette synagogue. Entre-temps, la ville a quand même engagé des travaux donc de rénovation, de restauration surtout extérieure, oui. Donc que ce soit le toit, les crépis, les vitraux, donc il y avait quand même pour 200 000 € de travaux, et cuise après de l'intérieur. Alors ce qui s'est passé, alors c'est l'histoire, je raconte un peu l'histoire, si vous me laissez le temps, mais voilà, en 2014 exactement, au mois d'août, j'ai reçu un rabbin de Paris avec sa femme et un ami qui voulait visiter la synagogue. À l'époque, j'étais adjoint au maire de Schirmeck et je m'occupais des bâtiments, donc je les ai reçus. On est venu à la synagogue et cette synagogue était vraiment sans dessus-dessous. C'est-à-dire tous les bancs étaient retournés, il y avait des bâches partout, enfin, c'était méconnaissable. Je les ai fait visiter quand même dans l'état. On a pu discuter, je dirais une bonne heure à discuter. Ils m'ont bien expliqué aussi les choses par rapport à la culture juive. Et c'est là qu'ils m'expliquaient qu'il existe quand même un tourisme de la culture juive et que 65% des synagogues françaises sont sur le territoire alsacien. Donc ça prouve qu'il y a un potentiel de visite. Voilà, on a discuté, comme je vous dis, pendant une heure de temps. Et quand ils sont sortis, des touristes passaient dans la rue, ils ont dit « Tiens, elle est ouverte, est-ce qu'on peut visiter ?» Donc j'ai organisé une visite, tant bien que mal, pour ces touristes. Et là, l'idée m'est venue en disant « Dans un mois, c'est les journées du patrimoine, en septembre, pourquoi pas l'ouvrir pour l'occasion de ces journées du patrimoine. » Donc avec les ouvriers communaux, on est venu un samedi, on a tout nettoyé, rangé comme on peut l'avoir aujourd'hui, et j'ai ouvert pour les journées du patrimoine. Donc il est vrai que quand je suis venu le matin, je me suis dit, voilà, je vais être tout seul, j'ai pris des revues avec pour lire. Et en fin de compte, non, il y a eu tout le temps du monde et beaucoup de questions sur que devenir de cette synagogue. Ensuite, j'ai été contacté par la Fondation du patrimoine, justement pour savoir ce qu'on allait faire, trouver de l'argent si on voulait faire quelque chose. Et à la suite de ça, j'ai encore été contacté pour créer une association. Donc, à la suite de ça, en 2016, on a pu créer l'association Les Amis de la synagogue de Schirmeck. Voilà, c'est un peu schématiquement la grosse histoire. Donc,
L'association des amis de la synagogue de Schirmeck a pour but, en fin de compte, de sauvegarder le patrimoine de la synagogue, c'est-à-dire l'intérieur déjà, et de l'animer. Donc on a déjà fait, on a créé des concerts. Et ce que je souhaite, c'est qu'on puisse faire des conférences. Voilà, tout ça, ça fait partie un peu des projets de l'association. Malheureusement, on est tenu, puisque c'est un bâtiment recevant du public, à des contraintes techniques. Au jour d'aujourd'hui, on serait obligé de créer une issue de secours. Donc là, les permis ont été déposés, on est dans l'attente des réponses. Donc j'espère que pour 2021, l'issue de secours soit en place et qu'on puisse créer vraiment des gros événements pour accueillir un maximum de monde. Voilà, un peu schématiquement sur l'association. Donc aujourd'hui, nous sommes une vingtaine de membres. Bien sûr, j'appelle tous ceux qui veulent nous rejoindre à nous rejoindre, évidemment. Plus on sera, mieux ce sera. Et on sera plus représentatif aussi pour cette sauvegarde. Voilà. Par rapport à Schirmeck et Struthof, voilà, comment on fait les liens entre... Alors, déjà, il n'y a aucun lien. Le seul lien qu'il y a avec le Struthof et la synagogue, ce qu'on peut dire, c'est que dans la rue devant la synagogue, pendant l'occupation, des officiers du corps du Struthof habitaient là. C'est le seul lien qu'il y a avec le Struthof. Il n'y a pas de déportation de juifs de Schirmeck vers le corps du Struthof. Par contre, ce qu'il ne faut pas faire, se tromper ou faire confusion, il existait bien un camp d'internement à Schirmeck, qui n'est pas le Struthof. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est vraiment deux choses bien différentes. Et souvent, enfin, ça m'est arrivé, c'est pour ça que j'ai mis une petite affiche avec quelques photos dans la synagogue pour expliquer à des touristes, parce que c'est arrivé, qui faisaient la confusion, quoi. Pour eux, le camp de Schirmeck, c'est le Struthof, alors que ce n'est pas du tout la même chose. Et je me demandais, à cause de ce camp qui était à Schirmeck, qui était avant tout pour des Alsaciens qui étaient opposés au régime, ce camp est aujourd'hui pour des parcours. On ne pourrait pas lier les choses, l'endroit de l'ancien camp de Schirmeck avec le mémorial et avec la synagogue, faire un ensemble. Mais c'est fait, c'est fait. Alors, depuis l'année, oui, là, depuis cette année, avec l'Office du tourisme, il a été créé un petit livret, un parcours urbain, si vous voulez, du souvenir, qui part, en fin de compte, de l'Office du tourisme à Schirmeck, qui passe par la synagogue et qui passe par l'ancien camp de Schirmeck et qui termine au mémorial. Et qui passe aussi devant où se trouvait l'ancienne colonie. Henri Lévy. Oui, très bien. Alors, les prochains projets, si j'ai bien compris, pour la synagogue, c'est faire l'ouverture des portes de secours. Voilà, c'est ça. Et puis installer quelques blocs de secours électriques à l'intérieur. Ça, c'est la priorité, et le plafond. Parce que le plafond, malheureusement, lui, il n'a pas aimé les infiltrations. Donc, il y a un projet initial. Le montant total, c'est à peu près 200 000 € pour la restauration intérieure de la synagogue, avec tout ce qu'il faut y faire. Alors, quand je dis restauration, j'entends par là, c'est maintenir en état ce qui existe. Alors ça, c'était vu avec la DRAC, Madame Menrat. On ne veut absolument pas qu'elle soit remise en couleur, clinquante, pour redevenir une vraie synagogue. Ce qu'il faut, c'est que quand les gens rentrent dans cette synagogue, on ait toujours l'impression de remonter le temps. Par contre, il faut maintenir les choses en état. Alors, bien sûr, il y a des travaux importants à faire, si ce n'est le plafond. Là, on n'a pas le choix, il faut le refaire. Mais tout ce qui est boiserie, c'est plutôt les traiter, les réparer, là, ce qui est cassé. Et la ronde à Gonèche, évidemment, lui, là, il y a un gros souci pour le retaper. Mais ça, ce sera plus une affaire, on va dire, au niveau des architectures des bâtiments de France, puisque là, c'est vraiment un gros travail. Vous permettez encore une question pour la Azrat Nashim, l'endroit pour les femmes, et le fait qu'il y avait un harmonium, ça montre peut-être une certaine identité religieuse qui n'était pas tout à fait orthodoxe. C'est inexact. Pardon? Je disais, c'est Claude Nel, je disais que je ne suis pas d'accord. Dans beaucoup de synagogues en Alsace, il y avait effectivement des harmoniums ou des orgues,
qui existaient dans la synagogue, mais dans beaucoup de ces synagogues, ces instruments ne jouaient pas le Shabbat. Ce n'était pas le cas de toutes les synagogues, mais elles étaient là surtout pour les cérémonies de mariage lorsqu'il y en avait, ou pour des cérémonies patriotiques. C'était d'ailleurs le cas il n'y a pas très longtemps encore, même à Strasbourg, où il y a un orgue dans la synagogue et qui ne joue ni le Shabbat, ni les jours de fête, mais qui joue pour certaines cérémonies dont je viens de parler. Donc je ne pense pas que ça reflète tout à fait la non-religiosité peut-être. La Hazrat Nashim, je ne sais pas comment se dit en français. La Hazrat Nashim, le deuxième étage pour les femmes qui a pas. Pour les femmes. Bah, écoutez, moi j'ai été dans cette synagogue à Schirmeck pendant de longues années lorsque j'étais enfant à la colonie de Schirmeck, colonie de vacances, et lorsque j'ai été après moniteur dans cette même colonie, nous avions réservé les deux dernières rangées où se mettaient mes collègues, les monitrices ou la femme du directeur, l'ancien directeur que je me permets juste de saluer. Il s'agit de Charles Cohen qui normalement devrait être avec nous aujourd'hui. Ah ben, je le salue aussi. Merci. Je me permets de rebondir là-dessus. Pour Monsieur Cohen, je ne sais pas s'il se souvient de moi, mais Jacques Hirush, j'étais le boulanger. Ah ben moi, je me rappelle. Le pain à la colonie. Je me rappelle du boulanger ruche, oui, oui. Ben voilà, donc je suis le fils. Bien sûr, bonjour, je me souviens très bien, bien évidemment. Oui, oui, ben voilà, donc vous voyez comme quoi le monde est petit. Ben oui, exactement. Même par Zoom. Oui, oui, c'est bien, très, très bien. Vous voyez, la boulangerie, elle est à 50 mètres de la synagogue. Oui, 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 je sais. Mais synagogue, on y allait pendant les 17 ans où je dirigeais ce centre de vacances. On allait tous les Shabbats, on allait prier là-bas. Les premiers temps, il y avait encore Madame Bloch et il y avait encore 2 ou 3, donc on avait Minyan. Mais à la fin, bon, il y avait pas, avec les enfants, c'était des petits, de 5 à 12 ans. Donc, on n'avait pas Minyan, mais j'envoyais une équipe de filles le vendredi pour nettoyer. Et le samedi, ben, on y allait. Et on a connu encore à l'époque, Charles, monsieur Henri Lehmann et son gendre, si tu te Lehmann, souviens. Voilà, c'était lui le dernier. Hein. C'était lui le dernier à Schirmeck. Il le raconte, puisque j'ai la chance d'avoir le numéro de l'essor que vous avez montré tout à l'heure à l'écran. Il le raconte lui-même en disant qu'il est le dernier juif à Schirmeck et que c'est peut-être triste d'être le dernier, mais tous les samedis, je vais à la synagogue ouvrir les portes et j'attends. Je sais que personne ne viendra car je suis le dernier, mais j'ouvre néanmoins, on ne sait jamais. Et quand le temps est passé, je referme les portes, mais il faut que je dise avant de tout clore, j'adresse quand même une prière au Seigneur, que son nom soit béni, pour le remercier, que ce soit moi qui sois le dernier, cela pourrait être un autre. Voilà ce qu'il écrivait, ce qu'il disait. Ouais. Et qui a été repris par M. Pierre Hutt dans le journal L'Essor dont vous parliez tout à l'heure. Exactement. Ouais. Michel, tu veux dire quelque chose? Quel Michel? Moi? Toi, oui. Tu as mis un petit main, alors. Ah non, c'est une erreur. Alors, moi, je reviens un petit peu donc, justement vers M. Cohen. Oui. Parce que là, donc, je ne sais pas si vous savez, mais on a fait installer une plaque commémorative de la colonie à l'endroit où elle se trouvait. Oui. Puisqu'elle a été détruite. Oui, je sais. Par contre, ce qui serait intéressant, alors je pense que vous avez ça, c'est de retrouver des anciennes photos. Ça nous permettrait de faire une exposition, vous voyez, voilà, sur une année, de dire on fait une expo sur toutes les photos de la colonie qu'on pourrait récupérer. Alors vous et d'autres personnes, évidemment. Oui, j'ai 2 ou 3 albums de photos. Hein. Oui, ce serait intéressant. J'en ai moi aussi, et si Charles Cohen est d'accord, lors d'un prochain voyage que j'espère bientôt, après toute cette période que nous traversons tous ensemble, je veux bien rapporter quelques photos pour qu'on puisse les scanner, les rendre bien sûr à son profit. On peut les scanner ici à Jérusalem si tu veux. Hein. Oui, bon. J'en ai plein aussi, je sais, Michel. Bon, ok, je suis d'accord. Il y en a quelques-unes sur le site déjà, je crois, par ailleurs. Ah bon, absolument, tout à fait, oui. Alors, il y a une question. Quand on a fermé la colonie?
Alors, elle a été détruite en 1980. Donc, pour laisser place à un lotissement. Hein. La commune l'a rachetée et on a créé un lotissement à cet endroit. Pardon, il me semble que la destruction était en 1986. Ou 86, voilà. Je n'ai peut-être pas été assez précis, mais oui, c'est possible. 86 ou 88 de mémoire. Et 86, et ils ont créé effectivement ce lotissement qu'ils ont appelé le SOCI. Le SOCI, oui, tout à fait. Ouais, ouais. Alors, on va continuer avec les photos. On était... Voilà, une autre. Alors, je pense qu'on a... Ah, il nous reste le cimetière, c'est vrai. Oui. Alors, le cimetière. Ah, on a aussi ça. Donc ça, c'est la plaque, oui, commémorative en remerciement à Fernand Bloch, l'officier de Schirmeck, hein, puis qui aussi, donc après-guerre, quand il est revenu, vu que la synagogue avait été un peu saccagée à l'intérieur, il s'est vraiment occupé à la restaurer, donc via la ville de Schirmeck. Mais ils ont restauré cette synagogue. Les meubles qu'on voit aujourd'hui, les bancs et tout ça, datent d'après-guerre. D'accord. C'était fait spécial pour la synagogue? Pour la synagogue, oui, tout à fait. Alors, ce que j'ai pu retrouver l'année dernière dans des archives communales, c'est qu'il y a une petite confrontation, on va dire, entre la communauté israélite de Schirmeck et la ville de Schirmeck, puisque pendant la guerre, l'occupant, les Allemands, ont pris du mobilier de la synagogue pour mettre à la mairie. D'accord. Donc, en retour, quand M. Bloch est revenu, vu que tout avait brûlé à l'intérieur, et je pense que le mobilier qui avait été pris ne correspondait plus, il a dit, OK, ville de Schirmeck, je vous laisse le mobilier, mais vous nous réparez en contrepartie le toit. Donc, j'ai trouvé ces documents, puisque après, malheureusement, le toit a été mal fait, il y a toute une procédure derrière, mais ces documents existent. Alors, si vous me permettez, je vais juste rebondir sur la petite note que vous voyez sur la droite, sur la photo. Alors, c'est une très belle histoire, en fait. On connaissait la petite histoire. Certains l'ont déjà entendu, mon histoire, mais on est juste au début de la guerre. On a un monsieur qui s'appelle Ernest Bohn, d'accord, qui était, si je me trompe, il était instituteur. Et ça, il a écrit un bouquin en fait sur Schirmeck et il dit que pendant la guerre, donc tout au début de la guerre, les Allemands étaient dans la synagogue. Je reprends, c'est pas tout à fait au début, c'est plutôt vers le milieu. Vers le milieu, pardon. Parce qu'au début de la guerre, hein, c'est un monsieur qui venait faire du feu, enfin allumer le poêle pour que la fanfare puisse répéter dans la synagogue. Début de la guerre. Donc, vers le milieu de la guerre. Bon, merci de la précision. Donc, Ernest Bohn profite que des soldats allemands sont enivrés dans la synagogue, se carapate à l'intérieur, récupère en fait le Sefer Torah, qui était caché dans un coin, et le récupère et l'emmène chez lui. Au retour, donc les Allemands, fin de la guerre, l'armée américaine se récupère et surtout libère la vallée de la Bruche. Et à ce moment-là, il y a un aumônier qui s'appelle Isaac Rouch, d'accord, Isaac Rouch, qui est là. Et Ernest Bohn lui dit « Attendez une seconde, j'ai quelque chose qui est à vous ». Il rentre chez lui, va chercher le Sefer Torah, il le ramène et il le donne à cet aumônier. Cet aumônier va ensuite récupérer le Sefer, va aller rentrer en Algérie, puisqu'il était originaire d'Algérie. Il va ensuite du côté de la Chaux-de-Fonds en Suisse, et il a toujours le Sefer Torah avec lui. Et donc il fait sa alia, il remonte en Israël, il va s'installer à Jérusalem. Je suis également, donc Jacques Bodana, je suis également vice-président du Mnébrit de France. Je fais un voyage pour visiter une loge à Jérusalem, et on me donne la parole en tant que vice-président. Je remercie de leur gentil accueil. Et je dis, je ne suis pas seulement vice-président, je suis également trésorier de cette association, les Amis de la Synagogue de Schirmeck. Et à la fin de la soirée, il y a un monsieur qui se présente, qui me tape sur l'épaule et qui me dit « Bonjour, je m'appelle Jacques Assouline. » Assouline, Jacques Assouline, et donc de la loge Gamzon de Jérusalem.
et il me dit le Sefer Torah, il est chez moi parce que Isaac Rouch, c'est mon beau-père. Alors, rien que d'en parler, j'ai de nouveau la chair de poule. Et donc, il nous a dit que la Torah va revenir à Schirmeck, tout simplement. Voilà, s'il n'y avait pas eu le Covid, elle serait là. Absolument. Son retour était prévu le 25 juin de cette année. Et puis, M. Covid est passé par là. Donc, on prend un petit peu de retard, mais je l'ai eu encore tout à l'heure au téléphone. Malheureusement, il ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Mais il maintient sa promesse. Donc, elle va rentrer à la maison. Voilà. C'est super. C'est super. C'est ce même aumônier militaire qui avait réquisitionné des soldats allemands prisonniers pour nettoyer la choule à la fin de la guerre. Absolument, tout à fait. C'est exactement ça. Alors, je passe les prochaines photos. Donc ça, justement, on reconnaît le petit personnage, le deuxième en partant de la gauche, c'est Monsieur Bloch, avec le chapeau. Ça, c'est lors de l'inauguration de la synagogue après-guerre, en 1947. D'accord. Vous avez des autres photos Non, alors justement, on a reçu les petites filles de M. Bloch l'année dernière qui vivent en Israël. Elles sont venues spécialement aussi à Schirmeck. Donc, on a passé une bonne demi-journée ensemble. Et elles nous ont dit qu'en fin de compte, leur tante avait toutes des documents sur la synagogue de Schirmeck, mais qui sont en Suisse. Donc, on espère bien un jour, elles nous ont promis qu'un jour, elles nous enverraient tout ça. Donc, il y a plein de documents, j'imagine des photos aussi sur cette période-là. Et ça nous permettrait aussi de savoir toute l'histoire de la synagogue, puisqu'il semblerait, je dis bien, qu'elle ait déjà été désacralisée aussi avant la guerre. Ou pendant la guerre, je ne sais pas exactement, mais elle aurait déjà été désacralisée. Donc, c'est toutes des histoires qu'on a bien retrouvées. Vous savez à quel endroit en Suisse sont ces petites filles? Alors, c'est à Chaux-de-Vaux. D'accord, merci. Donc, belle communauté, belle synagogue, la Chaux-de-Fonds. Oui, c'est... Très... Vous voyez, puis on est aussi, alors, quand on discute, que je reçois des touristes et tout, et on parle, alors bien sûr, on a de temps en temps des petites informations qu'on ignorait, évidemment. Et la chose qu'on recherche aujourd'hui aussi, c'est où se trouvait le bain rituel à Schirmeck. Parce qu'obligatoirement, il y en avait un. Oui. Et ça, j'espère le retrouver dans les documents qui sont en Suisse. Ou voir ailleurs, hein, puisque ça, je fais toujours des appels. Là, dernièrement, je suis passé à la radio locale. C'est pareil, j'ai fait un appel parce que ça peut très bien se retrouver dans une cave de maison ou autre. Hein. Est-ce que les voisins, voisines, tout autour, personne ne sait? Non, mais disons, tous les gens qui vivent autour de la synagogue sont venus longtemps après-guerre. Hein. Donc, c'est des gens qui ne sont pas forcément de Schirmeck. Mais je veux rebondir un petit peu dans l'histoire. On a, par exemple, si la synagogue n'a pas été brûlée comme celle du Quai Kléber à Strasbourg, moi, j'ai reçu une personne qui disait qu'en face de la synagogue vivait une jeune femme qui était d'origine juive et elle a épousé un des ingénieurs qui faisait la route pour aller jusqu'au Struthof. D'accord? Alors, je vous le sers comme on me l'a servi. Et je pense qu'elle a dû dire à son mari, la maison en face, là, il ne faut pas la casser. Donc, ils n'ont pas abîmé. Ils en sont servis, certains disent comme écurie, d'autres pour... bon, peu importe. Mais elle n'a pas été brûlée. Et ensuite, donc, pratiquement fin de la guerre, le mari allemand donc, est envoyé sur le front russe. Il ne reviendra pas du front russe. Et à la libération, cette jeune femme, d'accord, a épousé un lieutenant de l'armée américaine et elle vit maintenant aux États-Unis. Voilà. Je peux juste me permettre de revenir sur une photo qu'on avait vue avant, oui. Cliché qu'on doit d'ailleurs à Michel Roté. On a vu un rabbin en tenue rabbinique, en tout cas celle qui existait. On a vu le rabbin Goldstein qui a assisté à l'inauguration de la nouvelle synagogue de Schirmeck, mais qui en fait était en charge à Mutzig jusqu'en 1915, date à laquelle où le rabbinat a été supprimé là-bas. Je voulais juste signaler cela en passant.
Merci. Alors, je continue. Voilà, on arrive au cimetière. Donc voilà, sur le cimetière, le carré juif au cimetière de Schirmeck, donc il y a à peu près 54 tombes recensées. Voilà, donc et là, donc l'association s'occupe aussi. Alors on fait de légères restaurations, évidemment, hein, on chamboule pas tout, mais là depuis l'année dernière, on a déjà entrepris 4 réparations de tombes. Là, on attend maintenant le reste, ce serait plutôt par entreprise parce que vu le poids des monuments, c'est pas facile. Mais on continue quand même à entretenir ce carré. Une spécificité sur le cimetière de Schirmeck, c'est qu'il y a 2 entrées. Une entrée où il y a une croix et de l'autre côté, il y a des tables de la loi. Donc c'est très, très bizarre. Et puis, quand on passe par les tables de la loi, on tombe justement sur ce carré juif. Et sachant qu'apparemment, il n'y a plus de communauté sur Schirmeck, à part 2 personnes qui ont déjà réservé leur place au cimetière. On a de l'autre côté, en fait, du carré juif, je ne sais pas si je m'exprime correctement, à droite, si vous voulez, quand vous rentrez à droite, vous avez la partie chrétienne. Au milieu, vous avez la partie juive et tout de suite sur la gauche, vous avez de nouveau une partie chrétienne. Voilà. Ce cimetière s'appelle d'ailleurs, si j'ai bonne mémoire, le cimetière de Schirmeck-Barenbach. Absolument. Parce que, en fin de compte, le cimetière de Schirmeck est sur le banc communal de Barenbach. Voilà. Oui, c'est une photo où se trouve une route des Juifs, chemin des Juifs. Donc là, c'est sur Poutet. Alors, on a aussi dans notre revue, on parle d'un chemin, enfin, la baraque des Juifs qui se trouve au-dessus de Lutzelouse. Donc, il y a aussi toute une histoire. Ça, c'est Jean-Pierre Lambert qui nous l'a procuré, qui, en fin de compte, vu qu'on sait que à l'époque, les Juifs vendaient beaucoup de bestiaux et pour aller au marché à Saverne, passaient par cette montagne. Donc, la baraque, c'est pour ça qu'on appelle là-haut la baraque des Juifs, puisqu'apparemment, ils se reposaient là la nuit pour continuer vers Saverne. Comment se fait-il qu'il y avait une aussi belle choule et que le cimetière soit aussi peu représentatif, puisque c'était même pas un cimetière, c'était un carré juif? Si vous voulez, le cimetière, il a été autorisé vers les fins des années 1880. Donc avant, il n'y avait pas de cimetière juif à Schirmeck. Ça veut dire que les Juifs étaient où, c'est-à-dire la ville la plus proche? Il y avait Rosenwiller qui n'était pas loin aussi. Voilà, il y avait Rosenwiller. Oui. Mais aussi qu'au carré à Schirmeck, on retrouve des gens de Westhofen aussi. Ah, de Westhofen aussi. Oui. Oui, enfin, je pense qu'il y a des gens, enfin, selon l'origine de la famille, ça faisait peut-être enterrer à Schirmeck ou à Rosenwiller, selon d'où il venait, l'origine. Absolument. Alors ça, c'est monsieur Camille Simonin et sa femme. Alors, Camille Simonin était président de la communauté israélite de Schirmeck, mais était aussi maire de Schirmeck et député. Donc, c'est sous son impulsion qu'il y a eu le rachat du terrain ici et qu'ils ont construit la synagogue. C'était lui qui était à l'origine de tout ça. Et il est aussi à l'origine de la construction de la colonie Henri Lévy. D'accord. On part de quelle année? Ben pareil, 1900, fin 1880, début 1900. Parce que lui, son père est origine de Tannes. C'est un industriel, il a créé une industrie sur Schirmeck. Et lui, c'est le fils qui a repris donc l'industrie, Simonin, Schirmeck, qui existe toujours, enfin sous ce nom-là, quoi. L'industrie n'existe plus. Et lui, donc, a été nommé maire de Schirmeck et député. Et c'est lui qui a créé à l'initiative donc de la colonie Henri Lévy et aussi de la construction de la synagogue. Colonie qui a été construite, si je me rappelle bien, en 1925. Je n'étais pas là, mais j'ai lu ça dans des documents. Au sujet de la colonie, on cherche également encore des... Donc les photos, on a compris que M. Cohen s'en occupait, merci à lui, et merci aux autres bien sûr.
On a également mis en place, alors c'est pareil, M. Covid est passé par là, parce qu'autrement on a fait une plaque commémorative qui est donc au Solcy, donc là où était la colonie de Schirmeck. Tu pourrais peut-être, Jackie, tu pourrais peut-être montrer, on a fait faire une peinture donc, par une ancienne colon de la synagogue, de la colonie. Et cette peinture, donc, et la reproduction de cette peinture est déjà en place. Et donc, on va faire également l'inauguration dès que M. Covid sera parti. Alors, Jacques, si j'appuie sur vidéo, c'est bon? Oui, c'est bien. Voilà, tu peux peut-être faire le tour de la synagogue pour montrer dans quel état elle est actuellement. Notamment l'emplacement des femmes qui est un petit peu particulière dans cette synagogue. Alors, dis-moi sur quoi j'appuie. Parce que... tu tournes ton téléphone tout simplement et balaye, c'est tout. Voilà, c'est bien. Va bon, doucement, descends un petit peu, c'est bon pour nous, descends. Vous voyez voilà, là, et là, c'est bien. Là, c'est bien. Descends encore un peu. Descends encore un peu. Voilà, M. Henel, ça va vous rappeler quelque chose. Moi, j'ai plein de photos et je suis content de revoir d'autres photos que je n'ai pas. Ça, ce n'est pas une photo, c'est une peinture. Hein, c'est une représentation de la synagogue, de la colonie. Alors, c'était fait par qui? Elle s'appelle... Alors, ça va me revenir... Piotrowski. Non, Piotrowska. Moi, je vois I. Piotrowski. Peut-être tu peux nous montrer un peu la synagogue comme tu es là? Oui. Vous voyez là? Oui. Oui, très bien. Très bien. Jackie, il faut que tu parles pour déclencher la vidéo. Jackie, il faut que tu parles pour déclencher la vidéo. Il faut que je parle? OK. Oui. Donc là, c'est bon, vous voyez les tribunes? C'est bon, oui. Là, c'est bon. Je vais m'approcher de l'orgue. Enfin, l'orgue ou le clavecin ou ce qu'on veut. Harmonium. Harmonium, voilà. Donc lui, il a survécu un peu au mythe. Bon, il ne jouera plus, hein. Il a rendu l'âme, mais bon, voilà, l'avantage, c'est qu'il existe. Je refais une vue panoramique, vue de l'arrière. Et là, sur le côté, vous voyez la tribune des femmes, en fait. Voilà. Alors, il y a combien de places à peu près à la synagogue? Pardon? Il y a combien de places? Là, on arrive à 70. Et surtout le beau fourneau. Et le beau fourneau, oui. Oui. Alors, concernant le fourneau, j'ai rencontré, lors d'une visite, j'ai rencontré le gamin de la personne qui était le Shabbos Goy, qui venait donc allumer le vendredi soir le fourneau pour que les gens aient chaud pour le Shabbat. Et il me disait que l'extérieur, effectivement, c'est le même, mais l'intérieur, c'est pas ça. C'est pas ça. Pour lui, c'est pas le même feu au départ. Voilà. Super. Voilà, ça c'est tout ce que le petit tableau que j'ai fait là pour parler un peu du corps de Schirmeck. Michel. Pardon? Pardon? Oui, continue. C'est sur le corps de Schirmeck. Oui. Voilà, quelques gravures. Voilà. Donc ça c'est une vue d'ensemble. J'essaye de vous montrer le plafond pour que vous puissiez voir. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui. On voit qu'il y a besoin de faire des travaux dessus. Voilà, je vais retourner vers Aaron. Jackie, on dit Aaron. Ah ben excuse-moi, je n'ai pas l'accent. Ça va arriver. Oui, ça viendra. Écoute, on m'a promis que je finirais rabbin. Ah ben on en manque, alors ça va. Vous succédez au rabbin Goldstein? Ah, peut-être. Michel, voilà, juste une question par rapport à la photo qu'on a vue du cimetière. Est-ce que tu as sur le site cette photo avec l'entrée, avec l'étape de la loi et de l'autre côté, l'entrée avec la croix? Non, ça, on doit... Je ne sais pas si Michel l'a, mais nous, on va pouvoir en faire, on vous les diffusera, ne vous inquiétez pas. Est-ce qu'il y a des photos des tombes? Est-ce que les photos des tombes ont été prises? Oui, il y a plein de photos. Pour ça, je vais laisser la parole. Moi, je vais devoir vous quitter, mais je vais laisser la parole à Alain Roth,
qui est l'homme en fait de la situation sur le cimetière. Alain, si tu veux prendre la parole. Et moi, en attendant, je vous dis au revoir, à très bientôt. Alors, merci beaucoup. Merci. Au revoir à tous. Salut. Je peux dire 2 mots concernant le cimetière, Johan? Oui. Okay. Voilà, vous m'entendez? Oui. Bon, oui, à ce sujet, je voulais compléter ce que disait Jackie tout à l'heure. Nous sommes en train de compulser les archives de Schirmeck pour savoir précisément qui et comment on a étendu le cimetière chrétien de Schirmeck Baramba en 1893. Donc, notre sujet suivant, est-ce que c'est la communauté juive qui a acheté ce terrain ou est-ce que c'est la commune de Schirmeck qui, à l'époque, a acheté ce terrain? Bon, c'est une petite parenthèse, hein, on n'a pas encore trouvé la réponse, mais on sait qu'il y a eu, en 1893, un arrêté municipal, en tout cas une discussion au niveau du conseil municipal de Schirmeck qui traitait de cette question-là. Donc ça nous remonte assez loin, en 1893, et pour confirmer ce qu'on disait tout à l'heure, la plupart des juifs de la vallée de la Bruche étaient inhumés au cimetière de Rosenwiller, effectivement pour la grande majorité. Hein. Voilà. Maintenant, pour ce qui concerne le cimetière de Schirmeck, là aussi Jacques disait que nous avons été surpris de constater que cet ensemble-là du terrain a été aujourd'hui, là je ne veux pas faire de polémique, hein, a été aujourd'hui récupéré, entre guillemets, hein, par les chrétiens, puisque la moitié en fait de la surface qui était prévue pour le carré juif a aujourd'hui été récupérée, puisqu'il y a un certain nombre de tombes qui sont déjà aménagées aujourd'hui sur cet espace-là. Ok, voilà ce que je voulais dire. Maintenant, Jacques me tendait le flambeau, je ne sais plus exactement à quel sujet. Non, mais on parlait aussi de les 2 entrées séparées. Okay, d'accord. Alors là aussi, on voit très bien que le mur d'enceinte qui se trouve le long de la voie routière a été prolongé, n'est-ce pas? Et que l'on a construit un autre portail avec un escalier orné de part et d'autre de tables de la loi sur l'espace dont on parle, alors que les 2 autres, on a a priori un grand portail tout en bas du cimetière qui lui serait catholique et un autre entre les deux qui est protestant, puisqu'on a aussi une parcelle qui aurait aussi été plus ou moins réservée aux protestants, puisqu'on sait très bien qu'il n'y a pas eu toujours un grand amour entre les uns et les autres. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, il nous reste quelques minutes. Je ne sais pas si peut-être on profite pour des questions, si vous avez. Ben, moi, je vais prendre la parole, alors, puisque en tant que président de l'association, donc je rappelle que nous, on fait toujours des appels aux dons, donc via la Fondation du patrimoine, qui est déductible des impôts, évidemment, en partie, hein, pas tout, et aussi ben, pour l'association, quoi. Donc, je rappelle quand même qu'on est parti pour des travaux à 200 000 €. La ville de Schirmeck va participer en majeure partie pour ça, le département aussi. Donc, normalement, on est pratiquement subventionné, allez, à 80%, si tout se passe bien. Donc, il restera quand même 20% à notre charge. Mais ça, voilà, plus après le fonctionnement. Évidemment, le fonctionnement, c'est quoi? C'est l'entretien. Quand on va organiser des manifestations, et chaque fois les frais courants, évidemment. Mais bon, au-delà de ça, quoi, si les gens veulent nous rejoindre au niveau de l'association, alors je pense à M. Cohen parce que je le tiens un peu dans mon cœur, puisque quelque part avec mon papa, quand on fournissait le pain ou qu'il venait passer les commandes à la boulangerie, j'ai des beaux souvenirs de lui. Donc voilà, j'aimerais bien s'il peut ou envoyer un petit mot, les photos. Fait partie de l'association, ça me fait très plaisir. Voilà. Donc on a des cartes de membres. Hein. On peut avoir les coordonnées de l'association? Oui, je vais vous les donner. Je vais vous les donner. Donc, je vous donne par mail. Hein. Donc, le mail, c'est synagogue de Schirmeck, synagogue.schirmeck,
gmail.com. Avec un petit S? Non. Non. Synagogue, il n'y a pas d'S. Schirmeck, ben Schirmeck. Mais Schirmeck avec un S majuscule ou un S minuscule? Tout en minuscule. Hein, tout en minuscule. Donc, je rappelle, synagogue.schirmeck@gmail.com. Je peux vous laisser mon numéro de téléphone si toutefois il y a des questions. Donc, oui. le 06 13 45 03 08. Je envoie ça par message à tout le monde. C'est noté en ce qui me concerne. Je vais voir avec Charles Cohen, avec qui je suis. Oui, quoi? Je peux donner mon téléphone aussi. Son accord qu'il a donné tout à l'heure. Oui, oui, absolument, je suis d'accord. Très bien. Qu'on vient de me donner. Bon. Je vais communiquer ton numéro de téléphone et ton adresse mail, comme ça on sera en contact également depuis ici, avec plaisir. Tu me parles à moi? Oui, je te parle à toi, Charles. Avec ton accord, alors, je donne ton numéro de téléphone et ton adresse mail pour qu'on puisse te joindre s'il y avait des questions à poser par rapport à tout cela, par rapport à Schirmeck au sens large. Tout de suite, je te donne Charcot, c'est le début de. Non, je l'ai. Ah bon, alors voilà, d'accord, tu l'as alors. Oh, oui, j'ai tout, je vais l'envoyer sur l'adresse mail qu'on vient de nous donner. Ok, ok. D'accord, ok. Voilà, je coupe un peu. Il y a une question qui est arrivée là pour répertorier les tombes du cimetière de Schirmeck. Alors, savoir si c'était fait. On a toutes les photos avec les noms. D'accord. Serait-il possible d'obtenir ces photos pour les rajouter au registre qui est en ligne chez nous? Oui, on pourrait, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Ok. Je pense qu'Alain, il a entendu. Jackie, j'ai entendu. Et je peux répondre que ces photos, je les ai dans mon fichier. Hein. Voilà, donc oui, c'est ça. Je peux les communiquer, bien sûr. Okay, alors, on a également un projet, Jackie, hein, tu te rappelles. On voudrait les refotographier une seconde fois avec une ardoise et un numéro, puisque au niveau de la commune, on a effectivement le plan du cimetière avec des numéros qui correspondent bien entendu à des couples ou des personnes seules. Hein, d'accord. Ah, c'est parfait, c'est très bien. Voilà. Comment je peux vous contacter pour cela? Alors, je peux laisser mon mail. Ok, je note. Alors, c'est tout simple, c'est en petites lettres. Oui. Alain.roth, R-O-T-H, tout en petites lettres, alain.roth, oui. estvideo.fr. Estvideo qui aujourd'hui a été racheté par SFR. Hein. Ok, merci. Voilà. Je vous en prie. Alors, merci beaucoup à vous tous. J'avais une dernière question à toi. L'amour à la synagogue. Comment tu as trouvé la synagogue? Comment ça a commencé ton histoire avec la synagogue? Pourquoi faire l'association? Pourquoi s'occuper de la synagogue? Alors, comme je disais, j'étais adjoint au maire responsable des bâtiments. Cette rencontre qui a été faite avec le rabbin de Paris, alors c'est un petit peu, entre guillemets, la machine de dire, voilà, il serait temps d'en faire quelque chose, puisqu'il fallait bien trouver une solution, une idée pour cette synagogue. Et ensuite, c'est mon quartier, je suis né à côté. C'est quelque chose qui est ancré en moi, quoi. Je veux dire, la synagogue fait partie de mon patrimoine personnel. Comme je disais avec M. Cohen, les relations qu'on a pu avoir, la colonie, voilà, c'est pas quelque chose d'étranger pour moi, quoi. C'est pas Quand je parle de M. Blore, l'officiant aussi, qui habitait en face de chez moi, mon premier sac d'école que je promenais pour aller à l'école vient de chez M. Blore. Donc, vous voyez, c'est quand même des choses, voilà. C'est quelque chose qui est ancré en moi. C'est mon patrimoine à moi. Je voudrais juste dire un mot par rapport à M. Cohen. Il avait toujours eu l'intelligence de faire travailler les commerçants de la ville et de la colonie.
Et c'était quelque chose de très important parce que les liens qui étaient tissés entre tous les commerçants, entre, comment il s'appelait, le pharmacien, je crois, M. Heiligenstein. Il y avait aussi, enfin bon, bref, il y avait que les commerçants locaux avec lesquels il travaillait, bien évidemment, à l'exclusion de la viande pour les raisons que tout le monde connaît. Et avec le maire aussi, qui tenait un bazar, j'achète toujours chez lui. Oui, parce que c'est M. Heiligenstein aussi. Heiligenstein, oui, bien sûr, c'est le maire. Hein. Oui. Il était commerçant aussi. Bien sûr. Et j'ai toujours participé tous les 14 juillet. Je faisais partie des présents à la cérémonie. Hein. Ouais. Avec les enfants. Hein. Les enfants de la colo. Les enfants de la colo, oui. Autre petite question. Oui. Sur certaines cartes postales anciennes du bâtiment de la colonie, on parle aussi de maison de retraite. Est-ce que c'était au départ une maison de retraite? Elle a servi à beaucoup de choses à un certain moment, puisqu'à un moment, il y a eu aussi des rapatriés d'Algérie qui ont vécu là. Elle a servi ça, c'est plus tardif. Je parle au début. Au début, il y a eu des prisonniers de guerre aussi, à l'intérieur, qui étaient soignés, des blessés. Mais elle n'a jamais servi de maison de retraite, ça c'est sûr. Pourtant, certaines cartes postales anciennes le mentionnent comme maison... Attention, juste au-dessus, il y a une maison de cure. Le centre médical. Oui, on appelait ça le sanatorium à l'époque. Le sanatorium. Voilà. Non, mais on parlait de ce bâtiment même. Ah non, puisque déjà en 1921, le projet de construire la colonie de vacances remonte bien dans le passé. Et en 1921, c'est sur l'initiative de M. Henri Lévy, qui à l'époque était PDG des Grands Moulins de Strasbourg et du Grand Rabbin de Strasbourg, qui était à l'époque Isaïe Schwartz. Un comité a été créé dans le but de fonder une colonie de vacances. Donc, dès l'origine, c'était destiné à une colonie de vacances. Et ça vient d'être confirmé, mais il me semblait bien que sans doute, parce que certaines cartes postales la mentionnent comme une maison nazie. Ça, c'est une inexactitude. Pendant l'occupation nazie, cette maison est devenue un hôpital annexe de la maison de santé dont on parlait tout à l'heure. Hein. Oui, du sanatorium. Mais on retrouve dans, je dirais, la fiche historique et la biographie de Henri Lévy, maire et député, maire de Strasbourg, etc., on retrouve cette belle histoire et on sait très bien, effectivement, M. Henel le dit, c'est un projet qui est né dans, je dirais, les données du maire de Strasbourg de l'époque. Hein. Oui. Ouais. Je voulais vous remercier à tout le monde. C'était vraiment magnifique. C'était très intéressant. Merci aux organisateurs pour cette histoire, au Zoom et à tous les participants qui nous ont appris ou rappelé des choses qu'on avait presque oubliées. Merci encore une fois et on se voit lundi prochain. Merci à vous tous. À très bientôt. Au revoir.